Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 7e épisode de la météo des marchés du vin réalisé en partenariat avec Business France dans le cadre du plan Relance. Au sommaire de notre rendez-vous, notre débrief mensuel sur la situation des marchés internationaux. Et puis, nous partirons en exploration sur le marché japonais, 5e marché des vins français, et qui est à la une de notre rendez-vous aujourd'hui. Et enfin, notre grand entretien sera fait avec un négociant d'un grand groupe français implanté au Japon. Je ne vous en dis pas plus, je vous dévoilerai son nom dans quelques instants. Mais tout de suite, un petit rappel sur notre mode de fonctionnement. Dans un premier temps, nos invités vont prendre la parole, puis ce sera à votre tour de poser vos questions. Pour cela, vous pouvez le faire soit par écrit, vous pouvez le faire par écrit grâce à l'outil dédié sur la console qui se situe à droite de votre écran. Ouvrez la console en cliquant sur la flèche, tapez votre question, indiquez éventuellement à qui elle s'adresse et envoyez. Je me chargerai de les poser et éventuellement de regrouper les questions qui portent sur un même sujet. Voilà pour ce qui est de notre mode de fonctionnement aujourd'hui. Et pour nous entraîner, je vous invite à utiliser tout de suite l'outil question pour vous présenter, vous dire qui vous êtes, où se situe votre exploitation ou votre entreprise et ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire. Vous pouvez aussi nous dire si vous travaillez déjà sur le marché japonais. Alors, à vos claviers, je vous rappelle, utilisez la console via l'outil question. Ah, Olivier Krill est parmi nos grands abonnés. Bonjour Olivier, bonjour Philippe Marx, vous êtes de l'entreprise Vinescence dans le Beaujolais. Olivier nous rappelle qu'il travaille à Bouvet-la-Dubé, à Saumur, et vous travaillez avec un distributeur japonais qui s'appelle Mikini Wines. Nous avons également Henri-Emmanuel Journe, bonjour. Sandra Ferral est parmi nous. Céline Gailleton, Sylvie Bulliard, qui est responsable export de la cave de l'Uni et la cave Sandesvira, et vous avez déjà une activité au Japon. Nous avons également Aristide Qatar. Vous êtes de la société Wine Selection. C'est un négoce de vin français à l'export. Et vous n'avez pas encore d'activité au Japon. Allez, j'en prends un dernier. Guy Casalis de Fond-Douce. Bonjour. Vous travaillez, vous êtes, alors je ne comprends pas tout à fait, mais vous vous présentez également comme Mireille Fabre du château La Fond des Ormes et vous souhaiteriez également découvrir le marché japonais. Bien, merci à vous tous de vous être prêtés à ce petit jeu et sans plus attendre, nous allons commencer notre webinaire. Alors, j'appelle Anna Achard, qui est chef du pôle conseil au service vin et spiritueux de Business France. Bonjour Anna, c'est vous qui aujourd'hui faites la météo des marchés. Alors je vous pose les traditionnelles questions. Quel temps fait-il sur la planète vin? Merci Marion et bonjour à tous. Donc, voici un point sur la situation du mois de mai. En résumé, je dirais qu'après un premier trimestre encore sous pression au niveau sanitaire mondial, mais pendant laquelle les vaccinations ont été encore plus administrées, à quelques exceptions, bon nombre de pays témoignent des changements positifs pour ce mois de mai. Et fixe l'échéance de l'été pour un retour significatif à un semble de vie normale, avec des étapes intermédiaires bien définies et soumises à conditions, bien sûr. Donc, plusieurs marchés affichent déjà des taux de croissance économique positifs par rapport aux chiffres de 2019, qui était l'année entre guillemets normale et de référence avant la crise. Donc, regardons maintenant les marchés en passant d'ouest en est. Donc, au niveau des États-Unis, des Amériques déjà, aux États-Unis, la vie reprend. Les commerces et le CHR sont réouverts dans la plupart des États, 42 précisément, mais souvent avec une capacité d'accueil très réduite. Ce sont près de la moitié des 50 États américains qui ont rendu le masque optionnel dans les lieux publics.
Selon CGA Nielsen, 62% des consommateurs américains ont profité d'une sortie au restaurant depuis la réouverture, avec le Texas et la Floride qui témoignent les taux de retour des consommateurs les plus élevés. Malheureusement, ces allègements de restrictions sanitaires expliquent aussi en partie la courbe de contamination à nouveau ascendante depuis mi-avril, par contre. Et c'est une nouvelle vague qui n'a pas frappé aussi fort que les précédentes, et ce grâce au fait qu'aujourd'hui, 44% des Américains ont reçu au moins une dose de vaccin. Au Canada, la campagne de vaccination progresse aussi à grands pas également depuis mars, avec déjà 36% de la population qui a reçu une première dose, et tous les adultes devraient être vaccinés d'ici fin juin. Donc d'ici là, le pays reste très prudent. Parmi les faits marquants, les plus notables depuis le mois dernier, on rapporte les provinces pour les provinces d'Ontario et d'Alberta, un confinement strict encore jusqu'à au moins la fin mai. Tous les magasins non essentiels sont toujours fermés. Il n'y a pas de changement pour le Québec, qui a toujours un système de zones de couleurs, orange, rouge et grise, un peu comme on a eu en France. Et les bars restent tous fermés, mais Montréal espère réouvrir les terrasses au 1er juin. Et pour la Colombie-Britannique, le service en salle dans les restaurants est toujours suspendu alors que les terrasses sont ouvertes. Au Brésil, même si la situation est assez critique en termes de contamination et de décès, plusieurs États, dont les États de Rio et de Sao Paulo, ont allégé les restrictions. Et de plus, le vin se porte toujours bien. Les importations ont même augmenté en volume en 2020. Passons maintenant plus à l'Est, donc au Royaume-Uni. Après un premier trimestre très restreint, le taux d'infection est désormais le plus bas depuis septembre 2020. Et les 2 premières étapes de déconfinement sont quasi accomplies sans à-coups, avec la réouverture des commerces non essentiels, les bâtiments publics. En plein air sont autorisés les loisirs et les attractions touristiques, ainsi que le tant attendu pub, pour un service en extérieur uniquement. On a vu un peu moins d'un quart des établissements sous licence d'Angleterre ouvrir la porte le 12 avril, et quelques dégustations de vin pour professionnels ont pu avoir lieu en plein air, au grand bonheur de tous. Et la troisième étape se poursuit à partir du 17 mai et l'échéance du 21 juin est visée pour ne plus avoir de restrictions sanitaires là-bas. Aux Pays-Bas, les contaminations se poursuivent à la hausse. On a eu plus 5% ce dernier mois, mais pour autant, un déconfinement progressif a commencé le 30 avril avec la réouverture des magasins et des terrasses, ainsi que l'autorisation de recevoir 2 personnes par jour chez soi. Plus de 5 millions ont reçu leur première dose de vaccin, donc soit 30% de la population. Le gouvernement annonce a priori la réouverture du CHR en intérieur à partir du 26 mai et les événements grand public à partir du 16 juin, date à laquelle des dégustations professionnelles pourront avoir lieu aussi, même si on connaîtra certainement une jauge assez stricte. Et donc, au niveau de la reprise économique aux Pays-Bas, les dernières prévisions sont optimistes. Le PIB devrait ainsi retrouver un niveau similaire à celui de 2019 et la croissance devrait se situer en 2021 à plus de 2%. Passons maintenant en Allemagne. Alors que Mme Merkel avait qualifié la situation au début du mois dernier très grave, lors d'une troisième vague qui a surgi, un resserrement des restrictions et davantage de vaccinations ont contribué à une courbe désormais descendante. Aujourd'hui, plus de 30% de la population a reçu une première dose de vaccin. Et si le gouvernement n'a pas encore présenté de calendrier de réouverture, de nouvelles mesures d'assouplissement devraient être annoncées dans les prochains jours. En attendant, donc, il y a toujours le couvre-feu en vigueur et sont toujours interdits sur tout le territoire les rassemblements de plus d'un foyer plus une seule autre personne et les nuitées touristiques. En Pologne, on s'apprête à lever la plupart des restrictions d'ici fin mai. Sont déjà réouverts les commerces, les hôtels et les musées.
et les activités sportives sont autorisées. La dernière étape étant les terrasses des cafés et les restaurants qui doivent ouvrir en extérieur le 15 mai et à l'intérieur au 29 mai. Leurs voisins République tchèque, en revanche, pour eux, le retour à la normale est un peu plus lent suite à la suppression seulement à la mi-avril de l'état d'urgence sanitaire qui régnait depuis 6 mois. Les déplacements sont du coup toujours réservés aux stricts nécessaires et l'ensemble des établissements liés au tourisme et aux loisirs sont toujours fermés, y compris les bars et les restaurants. En zone nordique, la situation évolue de façon positive. Au Danemark, les commerces et le circuit CHR du pays sont ouverts et la situation sanitaire semble maîtrisée. Et en Finlande, c'est pareil. Il y a très peu de cas. On a eu un pic de 700 cas par jour en mars, mais qui est maintenant redescendu à peu près 200 cas par jour pour ce début du mois de mai. Donc les restaurants sont ouverts, y compris en intérieur, et seulement dans certaines régions les plus peuplées du sud de Finlande, il y a des restrictions localisées qui peuvent être mises en place, mais ça reste marginal. En Suède, en revanche, la situation est un peu différente parce que au 6 mai, les contaminations totales ont dépassé la barre symbolique du million de cas recensés dans le pays. Et la capacité hospitalière atteint désormais 75%. Néanmoins, on continue à appeler plutôt à la responsabilité de chacun plutôt d'imposer un confinement général. Alors, je redescends un peu plus vers le sud, donc sur la péninsule ibérique. Le nombre journalier de cas Covid est maîtrisé à hauteur de 10 000 cas depuis mi-avril en Espagne. Et donc, l'état d'urgence sanitaire a été levé le 9 mai. Et donc, ça met fin au couvre-feu et permet aux habitants de sortir de leur région et de profiter de quelques sorties. Et la situation est également encourageante au Portugal, où la deuxième vague de janvier semble oubliée. Et depuis le 19 avril, les restaurants sont ouverts à 50% de la capacité en intérieur. Alors, passons maintenant vers l'Orient. Un petit mot sur l'Inde. Malgré la situation sanitaire très lourde en Inde, je voulais juste évoquer une nouvelle politique d'accise qui entrera en vigueur le 20 mai. Certes, on augmente donc une augmentation légère des prix, mais aussi une augmentation de 150% des quotas de vente des vins. Donc, ce sera bénéfique, bien sûr, aux importateurs et aux distributeurs, et en particulier pour les vins importés. Et donc, le plafond du nombre de caisses pouvant être vendues passera donc de 24 000 caisses à 60 000 caisses. Alors, pour la Thaïlande, malgré le fait que la Thaïlande a réussi à maintenir son niveau de cas bien inférieur à celui de nombreux autres pays et que depuis février 2021, on avait constaté des améliorations, depuis peu, on y observe une troisième vague, malheureusement, ce qui a entraîné l'arrêt de vente d'alcool dans les bars et restaurants jusqu'à nouvel ordre. Les restaurants peuvent rouvrir jusqu'à 21 heures, mais seulement pour la vente à emporter, donc il n'y a pas de vente d'alcool. Et donc, les Thaïlandais et les voisins vietnamiens, d'ailleurs, misent beaucoup sur la possibilité de pouvoir accueillir à nouveau les touristes sur le troisième trimestre pour booster la consommation dans leur pays. En Australie, la situation semble toujours sous contrôle avec très peu de cas. On est à moins de 300 cas actuellement là-bas. La région de Perth a connu un petit confinement express de 3 jours à nouveau la semaine dernière, mais ça a pu contrôler le mini-cluster qui s'est présenté. Sinon, toutes les restrictions sanitaires intérieures sont levées en Australie. Le CHR reste ouvert, mais sans afflux d'étrangers car les frontières sont toujours fermées. Sauf avec la Nouvelle-Zélande, pays avec lequel ils ont autorisé une bubble. Je remonte maintenant en Chine. Donc, concrètement, la vie a repris son cours depuis un an.
La campagne de vaccination se poursuit aussi. Le nombre total de doses administrées est estimé à 290 millions. C'est assez exceptionnel. Donc, en revanche, aucun assouplissement officiel n'a été annoncé par le gouvernement en termes de déplacement à l'étranger, sans quarantaine au retour, même pour les personnes vaccinées. L'économie chinoise est donc toujours en plein essor post-crise, tout est ouvert, les événements ont lieu, mais le port du masque reste obligatoire à l'intérieur. À l'entrée des lieux publics, par exemple, il y a une obligation de scanner ce qu'on appelle le Health Kit, qui est un QR code relié à WeChat. Et si le code s'affiche vert, vous êtes libre de passer. Et si ça s'affiche rouge, c'est qu'on a été dans un endroit risqué et l'entrée est donc refusée. À Hong Kong, la vaccination et la traçabilité restent aussi clés. Le gouvernement a annoncé une politique basée sur la bulle de vaccin également, donc le vaccine bubble, et déploie une application qui s'appelle Leave Home Safe. Donc après une fermeture depuis fin avril des bars, des restaurants et les boîtes de nuit, cela réouvre, mais leurs clients devront avoir reçu au moins une dose de vaccin pour entrer dans les locaux. Et au niveau de l'accueil, les établissements sont également autorisés à créer 2 zones différenciées. Donc, ceux qui utilisent l'application gouvernementale pourront rester sur place jusqu'à minuit et jusqu'à 6 personnes par table. Et par contre, les clients qui refusent l'utilisation de l'application seront placés dans une autre zone et ne pourront rester que jusqu'à 22 heures seulement, avec un seulement maximum de 4 personnes par table. Voilà. Et je termine au Japon. Où à moins de 100 jours des JO, on a annoncé il y a quelques jours le prolongement de l'état d'urgence sur les 6 principales préfectures jusqu'à fin mai. Les frontières vers l'étranger restent donc fermées pour le moment et le manque de touristes impacte forcément l'économie. Pour mémoire, on compte 30 millions de touristes d'habitude au Japon par an et 40 millions étaient attendus pour les JO. Jusqu'alors, au Japon, la population n'a connu ni le confinement ni la fermeture des bars, simplement une fermeture plus tôt ou pour le dernier état d'urgence, l'interdiction de servir de l'alcool pour les restaurants. Et donc, comme le circuit on-trade au Japon compte pour à peu près 30% des ventes de vins français en volume, surtout pour les vins de moyen à haut de gamme, ceux-ci ont ressenti un contre-coup. Voilà, donc j'ai fini mon tour du monde et je vous repasse la parole, Myriam. Merci beaucoup, Anna, pour ce tour de la planète. Et on voit quand même une petite amélioration sur la situation, notamment grâce à la progression de la vaccination. Bien, tout de suite, j'accueille Monsieur Jean-Marc Lissner. Merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes directeur de Castel Japon et vous êtes installé depuis une trentaine d'années au Japon. Vous avez une connaissance très fine du marché japonais et notamment des consommateurs. D'ailleurs, vous avez publié un livre à ce sujet il y a 2 ans qui s'appelle « De Renault à Tokyo ». Dans ce livre, vous parlez justement de la distribution du vin et de son organisation au Japon. Justement, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur la distribution et ce que recherchent les consommateurs japonais ? Ah, Il faut que je mette le micro, ça sera mieux. oui, mais j'ai fait une petite erreur, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire que c'était la session de sondage. Donc, amis auditeurs, pendant que nous nous préparons à répondre, Jean-Marc, je vais vous demander de patienter une petite minute. Vous, auditeurs, est-ce que vous pourriez répondre donc au sondage qui vous pose la question, à votre avis, la situation sanitaire a-t-elle redéfini la manière de faire du business au Japon? Est-ce qu'on passe davantage par le digital dans ce pays qui est très attaché aux relations humaines? Alors, ça répond. On arrive bientôt au terme du sondage. Plus que 3 secondes.
Voilà, la minute est écoulée et bien vous êtes 72% à nous dire que oui, la manière de faire du business au Japon a été redéfinie par le Covid. Donc, Jean-Marc, je disais à l'instant que vous étiez un fin connaisseur du marché japonais du vin, que vous êtes auteur donc, de ce livre qui justement détaille la distribution du vin et qui explique un peu les attentes des consommateurs japonais. Et ma première question porte sur justement les consommateurs japonais. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur leurs attentes, sur ce qu'ils recherchent? Alors déjà, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de participer à votre webinaire. Alors, bon, sur mon livre, je ne parle pas que bien sûr du vin, mais à la dernière partie, j'en parle beaucoup. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'au Japon, d'abord, le vin est consommé de plus en plus par les consommateurs japonais. Alors, ça a été vrai jusqu'à ces 10 dernières années. Enfin, le vin a vraiment progressé au Japon. Je pense que dans les 5 dernières années, ça s'est stabilisé. Le vin représente à peu près 8% des consommations d'alcool au Japon, donc c'est quand même pas énorme. Les Japonais boivent surtout de la bière, des cocktails, du saké, c'est une boisson traditionnelle japonaise. Donc le vin arrive, disons, en 4e, 5e position. Et de plus en plus, bon, c'est vrai que le prix du vin a beaucoup baissé au Japon, notamment avec l'arrivée des vins chiliens, tout ça. Donc voilà, donc les Japonais peuvent boire du vin. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'avec le Covid, alors je répondrai après à votre question parce que tout le monde a répondu, donc j'ai presque plus rien à dire. Mais bon, je pense que la façon de consommer a quand même changé pas mal avec le Covid. Voilà. L'accord qui a été tissé entre l'Union européenne et le Japon en 2018 et qui s'est mis en œuvre en 2019, a-t-il bénéficié à l'exportation des vins européens, en particulier français? Alors oui, énormément. Alors, on s'est battu pour avoir cet accord. Pour nous, c'était important. Il ne faut pas oublier qu'avant, il y avait une taxe de 50 centimes, donc on va dire 50 centimes d'euros à peu près sur les taxes d'importation au Japon. Et sur des vins qui partent entre 1,50, 2 euros, 3 euros, ce qui est la grosse vente au Japon, c'est 85% des ventes au Japon, des volumes, c'était relativement important. Et on a eu un compétiteur, donc le Chili, qui est arrivé en force dans ces 10 dernières années. Et le Chili ne payait pas de taxes d'importation puisqu'il y avait un accord de libre-échange entre le Chili et le Japon. Et là, heureusement pour nous, l'accord est arrivé donc en 2019 et depuis cet accord, c'est vrai que ça a boosté les ventes de vins français, notamment des vins du Languedoc, des vins de Bordeaux, mais des vins plutôt d'entrée moyenne gamme. Parce que pour les vins chers, ça ne changeait pas grand-chose puisque le taux était le même, je dirais de 50 centimes pour des vins, des vins chers, ça ne change pas beaucoup. Donc voilà, donc c'est l'intérêt vraiment a été très fort pour nous, notamment pour un groupe comme Castel qui a des marques fortes pour des vins dans le Languedoc, par exemple. On a pu vraiment développer nos ventes de ces vins-là avec nos distributeurs au Japon. Et vous me disiez en préparant cette interview que notamment les vins de Bordeaux aussi tiraient bien leur épingle du jeu ces derniers temps. Vous pouvez expliquer? Oui, alors c'est un peu spécifique parce que on peut dire que les vins de Bordeaux se sont bien vendus, mais surtout dans les vins d'entrée de gamme, autour de, on va dire, entre 1,60 et 2,50 euros au prix départ. Moi, je vais parler de prix départ parce que c'est surtout ça que je connais. Je peux vous parler en yens, mais bon, c'est différent. Non, c'est surtout des vins médaillés parce que les Japonais, alors, une des choses qu'il faut retenir aussi du marché japonais, c'est que les Japonais aiment bien les médailles, notamment les médailles d'or. Et beaucoup de vins, il y a le système de concours, etc. en France, et notamment pour les vins de Bordeaux, on a beaucoup de vins médaillés. Et c'est vrai que les consommateurs japonais sont friands de ces vins médaillés qui sont vendus dans les supermarchés, mais aussi beaucoup par Internet, sous forme de ce qu'on va appeler de sets. On va vendre 5 vins de Bordeaux médaillés à tel prix. Et c'est vrai qu'avec l'accord, le fait d'avoir baissé les prix, ça a permis de vendre autour de 1000 yens, c'est-à-dire 8 euros à peu près la bouteille, et ce qui fait que ça s'est très bien vendu au moment du confinement, au moment du Covid, au temps fort du Covid. Je pourrais reparler un petit peu du Covid après si vous voulez, mais… On va l'aborder juste après. Juste, est-ce que vous pouvez préciser quelles sont les médailles qui sont particulièrement connues du public japonais?
Alors, il n'y a pas vraiment de médaille très connue, mais bon, c'est vrai que les concours, Paris, alors pour les acheteurs, il y a deux choses, hein, il y a le consommateur et l'acheteur. Les acheteurs connaissent de mieux en mieux les médailles, et les acheteurs, par exemple, quand on leur parle de Gilbert Gaillard, ils savent à peu près ce que c'est. Quand on leur parle d'un concours comme des concours Paris ou Bruxelles ou Lyon, etc., c'est beaucoup plus des références pour les acheteurs. Maintenant, les Japonais, le consommateur japonais qui ne connaît pas bien le vin, sa référence, lui, c'est la médaille, et donc c'est la médaille d'un concours. D'ailleurs, on a été copié puisque des Italiens, des Chiliens, etc., ont aussi mis des sortes de médailles d'or, etc. Mais on a quand même cette référence France. L'image France et l'image des concours France gardent encore une excellente réputation au Japon. Alors, passons maintenant à la question du Covid. Quels sont les circuits de distribution qui ont le plus souffert au Japon durant cette crise? Alors, pour parler de la crise du Covid au Japon, je te parlais de la fermeture, enfin pas la fermeture, mais disons que il y a eu des fermetures de restaurants pour une première partie l'année dernière, et comme en ce moment en plus les restaurants sont actuellement soit sont fermés, soit ouvrent jusqu'à 8 heures, mais n'ont pas le droit de servir de l'alcool. Donc pendant un mois, on va pas avoir le droit de servir de l'alcool dans les restaurants japonais. Ce qu'on peut dire, c'est que en plus les Japonais, même si le niveau de Covid n'est pas très élevé au Japon, puisqu'on est actuellement à 5000 cas par jour, donc c'est quand même pas énorme, mais ça progresse et les Japonais ont peur, et notamment parce que la vaccination n'arrive pas. Hein, c'est vraiment, on a 1% des gens qui travaillent en médecine, etc., qui sont seulement vaccinés au Japon. Pour les personnes âgées, plus de 65 ans, on est à peine à 1% des personnes âgées vaccinées. Donc, bon, le fait de ne pas vacciner les gens, d'abord, ça fait peur. Et le Covid fait peur, donc les gens ne sortent pas. Ils respectent aussi donc le masque, bien sûr, mais ça, c'est des habitudes au Japon. Mais surtout, ils évitent de sortir, de se rassembler, d'aller au restaurant. Et c'est vrai qu'un des grands moments où on buvait du vin au Japon, c'est quand même dans les restaurants, et notamment pour les vins français, les champagnes, les sparkling. Et tout ça, ça a souffert énormément l'année dernière et maintenant encore cette année. Donc, sur le Covid, alors par contre, nous, enfin, pour Castel, pour les marques du groupe Castel, l'avantage, ça a été que les gens ont consommé à la maison et donc ont acheté en supermarché, ont acheté sur Internet. Les ventes sur Internet ont progressé de presque 20% l'année dernière, donc c'est important, mais c'est pas si important que ça non plus. Et donc, le consommateur japonais s'est mis à boire à la maison. Et voilà, donc il y a un petit changement dans la façon de consommer les vins qui était plus avant dans les restaurants, à l'extérieur, au moment notamment tout ce qui est aussi banquet, mariage, etc., qui c'est des moments très importants pour les consommateurs japonais pour boire du vin. Tout ça, ça a été complètement arrêté et donc ça fait quand même une diminution importante des ventes de vins qui ont touché en particulier les vins français puisque beaucoup quand même sont vendus en restauration. Et justement, je rebondis sur ce que vous disiez sur le développement du e-commerce. Donc, partout dans le monde, on a vu une explosion de la vente de vin sur Internet. Vous nuancez le propos au Japon. Vous dites que la vente a cru, mais pas une allure folle. Pourquoi les Japonais se sont pas tournés plus massivement vers le e-commerce? Alors, d'abord, les Japonais, bon, on parle du Japon comme un pays moderne, etc., mais il y a les deux, hein, le mélange. Hein, c'est le pays à la fois de la modernité, mais c'est aussi le pays des temples anciens. C'est un pays où on utilise un couteau encore pour couper la viande, etc. Enfin, je veux dire, des choses. En France, on a des couteaux électriques, on utilise beaucoup, on utilise beaucoup l'ordinateur, etc. Au Japon, c'est pas toujours le cas. Et on a une population plus vieillissante. Hein, donc, il ne faut pas oublier que 70% des consommateurs de vin ont plus de 50 ans au Japon. Donc, ce n'est pas des gens qui manipulent facilement Internet, ils préfèrent aller soit dans les supermarchés, soit c'est des cavistes, soit c'est quand même, bon, dès là où… Mais ça évolue, bien sûr, ça progresse de plus en plus. Et c'est vrai que le Covid, le fait d'éviter de sortir, etc., ça a poussé les gens à acheter sur Internet. Et on a des distributeurs, la plupart des grands magasins, des supermarchés, des distributeurs ont un site Internet, font de la vente sur Internet. Mais c'est pas non plus toujours c'est pas le principal. Ça représenterait, on est en dessous de 10% du marché actuellement au Japon, hein, sur les ventes de vin. Oui, donc l'offre existe,
mais le consommateur apprécie toujours de se déplacer dans un lieu physique pour acheter son vin. Oui, exactement. Alors, sauf bon, alors il se déplace. On a malheureusement dans les supermarchés, on a interdiction de faire des dégustations parce qu'il y a eu des accidents de voiture suite à des gens qui avaient consommé du vin. Enfin, ça ne devait pas être très grave parce que franchement, et donc il y a interdiction de faire des dégustations. Mais bon, les gens disons qu'ils se renseignent auprès. Il y a des étiquettes, il y a des campagnes commerciales, etc. Donc on a un peu évolué. Non, ce qui évolue sur Internet, c'est plutôt les relations commerciales. Hein, donc, c'est des relations avec à la fois les clients, à la fois les acheteurs. Et c'est aussi l'approche du vin du consommateur japonais qui ne va pas hésiter à aller se renseigner sur Internet, à aller suivre des séminaires. Nous, on a organisé récemment avec Maison Castel un séminaire qui a eu plus de 400-500 personnes qui ont accédé à ce séminaire où on expliquait les vins, les AOC, etc. avec Atout France. Ça a été fait en plus en expliquant les régions. On a mélangé les régions françaises et tout ça sur Internet. Les gens pouvaient écouter, poser des questions et recevaient des vins à la fin. Mais ça se fait de plus en plus. Et même, j'ai appris aussi que de plus en plus de séminaires se font en direct chez les viticulteurs en France pour expliquer les vins. Parce que malheureusement, les gens ne peuvent plus venir au Japon. Tout ce qui est tout winemaker, tous nos participants actuellement sont dans l'impossibilité de venir au Japon. Et donc, on a cette possibilité d'organiser avec un relais, bien sûr, au Japon et surtout quelqu'un qui parle japonais, parce que si vous ne parlez pas japonais, c'est vraiment pas la peine, d'organiser un peu comme on fait là aujourd'hui, mais simplement faire visiter ses chais, faire visiter ses vignes, etc. en compagnie de quelqu'un qui parle japonais, ça peut être très intéressant. Merci. Ça rejoint ce que disaient nos auditeurs lors du sondage. Donc, vraiment une façon de communiquer qui est différente du fait de la pandémie. Je voudrais maintenant un peu plus approfondir les catégories de produits. La première question se porte sur les produits bio. Est-ce qu'ils sont attractifs pour les Japonais ou est-ce que les Japonais sont plus intéressés par des produits allégés en alcool, voire sans alcool? Alors, on ne va pas mélanger les deux parce que c'est deux catégories différentes. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'au Japon, le bio a pris très tardivement. Hein, ça fait bien sûr, il y a des gens qui mangeaient bio, qui buvaient bio, mais c'est vraiment tardif. Récemment, il y a un engouement pour le bio, mais qui est quand même très restreint, une petite partie de la population qu'on peut concentrer sur certaines villes, etc. C'est pas la majorité de la population japonaise. Et d'ailleurs, Bio C'est Bon s'est installé, a été racheté ici au Japon par le groupe Ion, qui est la plus grosse chaîne de supermarchés. Donc, il y a quand même on sent qu'il y a une tendance à un développement des produits bio. Pour le vin, je dirais que ça augmente. Chez les acheteurs, pareil, de plus en plus, alors il y a des vins chiliens bio, il y a des vins italiens bio, espagnols bio et des vins français bio. On en a un peu plus. C'est une tendance, c'est un peu à la mode, entre guillemets. Mais très vite, on se heurte à la question du prix. Et les consommateurs japonais, vous regardez les prix et on a un gros souci qui est général, c'est que de plus en plus, les prix sont tirés vers le bas et malheureusement, le bio, c'est plus cher. Le bio, c'est peut-être meilleur pour la terre, mais bon, faut voir, parce que c'est transporté depuis la France par bateau, etc. Bon, c'est pas toujours idéal, mais on sent quand même un intérêt plus important pour les vins bio et les vins nature aussi au Japon. Alors, les vins sans alcool, c'est un peu autre chose, c'est un peu nouveau aussi. On a des bières sans alcool, on a de plus en plus des cocktails sans alcool. Il ne faut pas oublier que les Japonais boivent beaucoup d'espèces de cocktails qui sont un mélange de jus de fruits, qui ne sont pas chers du tout dans les canettes. Et c'est vrai que là, on a une tendance à avoir des vins sans alcool. Mais il faut préciser que quand c'est sans alcool au Japon, c'est zéro alcool. Ça ne peut pas être 0,01 ou 0. C'est quand même assez compliqué. La réglementation est relativement compliquée. Voilà. Passons au type de contenant. Est-ce qu'on peut proposer des innovations sur les contenants? On a vu que le bib avait connu une forte croissance sur certains marchés durant la pandémie. Est-ce que c'est le cas au Japon ou est-ce que c'est d'autres contenants qui intéressent le marché? Alors,
pour parler du bib, alors c'est vrai qu'en Europe, c'est fantastique le développement des bibs, on s'en rend compte. Hein, quand on va dans un supermarché japonais, d'ailleurs j'emmène des clients japonais, j'emmenais des clients japonais dans les supermarchés, il y avait toujours, c'est la grosse surprise de voir la part des bibs dans les rayons de supermarchés. Alors le problème, on a plusieurs problèmes, c'est que le bib, d'abord, il peut s'abîmer dans le bateau. Quand on met des bibs dans un container, il peut très vite s'abîmer et les Japonais sont très exigeants sur la qualité, donc il faut que ça arrive de manière impeccable. C'est pas si facile que ça. L'autre souci, c'est la durée de vie d'un bib. C'est vrai, quand on l'ouvre, on peut en boire pendant longtemps puisqu'il n'y a pas d'oxygène qui rentre, etc. Quand on commence à ouvrir un bib, mais le problème, c'est que le bib lui-même, la durée de vie n'est pas très longue. Et quand il faut penser qu'il y a 5 semaines de bateau, que ça soit mis en rayon, bon, en gros, entre la commande et l'arrivée, c'est encore 2-3 mois pratiquement. Donc ensuite, il reste 6 mois pratiquement pour le vendre. Et on a eu des gros problèmes, nous, de dégustation après 1 an, etc., où les bibs ne sont pas forcément à la hauteur. Donc, c'est quand même compliqué. Et de plus en plus, ce que font les Japonais, c'est qu'ils importent du vrac et ils font leur bib eux-mêmes au Japon pour adapter en fonction du stock, etc. Donc, c'est plus un marché qui évolue de ce côté-là. Après, la tendance, on en a parlé hein, pour préparer ce rendez-vous, mais c'est les canettes. Bon, c'est vrai qu'on voit arriver de plus en plus. Alors, il y a le Tetra Pak aussi. Hein. D'abord, je parlais de Tetra Pak peut-être parce qu'au Japon, les vins, disons pas chers, ce qu'on va appeler vin entre guillemets, fait à base de mous qui viennent les mous sont importés depuis l'Argentine, le Chili, et on fait dans des contenants qui sont des Tetra Pak, un espèce de vin, enfin ça s'appelle du vin, mais bon, c'est pas vraiment du vin, et c'est vendu dans les supermarchés à des prix très, très bas. Mais ce qu'on a aussi, c'est de plus en plus maintenant, c'est des canettes de vin, mais plutôt des sparkling actuellement. Parce que c'est compliqué de faire du vin tranquille dans des canettes, c'est pas toujours facile. Et donc, c'est vrai qu'il y aurait une tendance actuellement à avoir des vins en canette, mais plutôt, ce serait plus proche de sangria avec du gaz, ou alors ce qu'on voit développer des vins avec un ajout d'eau gazeuse, etc., qui peuvent être, où on ajoute peut-être un peu de citron ou autre pour les rendre plus acides. C'est ce genre de cocktail qui marche pas mal au Japon, mais à des prix très très bas. Enfin, faut pas oublier que la canette donc au Japon, c'est autour de 100 yens, c'est-à-dire 0,80 €. Et même la canette de sangria, etc., même si elle est à 1,20 €, 1,30 €, arriver en retail, en prix retail au Japon, c'est quand même difficile. Hein. On aura du mal à être compétitif avec nos produits français. Et ces canettes sont consommées par les millennials uniquement ou tout type de… Alors oui, c'est vrai que là, sur les canettes, on a à peu près… Alors, les canettes alors, pour les cocktails, hein, je parle pour les cocktails, c'est à peu près 50% alors, c'est les moins de 40 ans. Hein. Moi, j'ai que des chiffres sur les moins de 40 ans. Et sur les dernières canettes, j'ai parlé de Sour Wine, une canette qui a été développée par Suntory. En gros, ils ont 65% de moins de 40 ans qui achètent ce genre de vin. Donc, c'est quand même intéressant pour toucher les jeunes, etc. Nous, on réfléchit aussi, bien sûr, à ces questions et comment mieux toucher notamment le public jeune. Parce que quand je vous ai dit 70% des gens qui boivent du vin ont plus de 50 ans, c'est quand même un problème au Japon, puis c'est un problème pour nous qui négocions, qui essayons de vendre du vin aux Japonais. Autre question sur le rosé. Est-ce qu'il y a un avenir pour le rosé au Japon? Ah, le rosé. On en rêverait au moment des sakuras en fleurs, des cerisiers en fleurs au mois de mai. Là, c'est fini, c'était début avril. C'est magnifique au Japon. Et c'est vrai qu'on pense toujours le rosé, ça devrait marcher à ce moment-là, etc. Le rosé, ça marche partout, aux États-Unis, ailleurs. Malheureusement, au Japon, c'est très difficile. Ça représente 1% des ventes actuellement. Il y a eu quelques tentatives fortes à un moment donné, mais ça n'a jamais vraiment pris. Et pour beaucoup de Japonais qui sont qui écoutent beaucoup les grands sommeliers japonais, l'association des sommeliers, etc. Beaucoup ont développé l'idée que le rosé, ce n'était pas du vin. Ou alors, c'est des vins sucrés. Bon, l'image un peu du rosé d'Anjou. Et actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Mais des rosés d'Anjou sucrés, etc., qui sont bu il y a 20 ans, 30 ans. Et donc, pour eux, le vin rosé, c'est un vin sucré, ou alors c'est un mélange de blanc et de rouge, comme à un moment donné, les Australiens l'avaient fait. Enfin bon, et il y a une mauvaise image du vin rosé au Japon, malheureusement, mais ça évolue petit à petit.
Et on a tendance, nous, dans nos marques, à développer le vin rosé dans nos marques, mais c'est vraiment pas, c'est pas une grosse tendance pour le moment au Japon. Alors, on va parler des sparklings et on va commencer par le champagne qui était, enfin, le marché japonais est un marché important pour le champagne. On sait que le champagne a beaucoup souffert de la crise du Covid. Est-ce que vous pensez que les ventes vont repartir rapidement? Comment vous voyez l'avenir des ventes champenoises? Alors, globalement, nous, Castel, on ne vend pas de champagne, mais bon, ce que je peux dire simplement ça a beaucoup baissé les ventes de champagne, notamment tout ce qui est restauration, puis surtout tout ce qui est banquet, cocktail, fêtes, événements, tout ça, ça a disparu au Japon. Donc, tout ce qui était lié aux événements, et les ventes de champagne sont beaucoup liées aux événements, ont quand même pas mal diminué. Alors, une partie a été rattrapée par la vente à la maison, par les ventes sur Internet, etc. Il y a eu des campagnes bien faites par les différents producteurs, mais on est quand même sur des chiffres qui sont, je regardais un peu les chiffres du champagne, c'est quand même, c'est largement en baisse cette dernière année, quoi, et cette année. Alors, perspective, je ne sais pas. Honnêtement, pour l'instant, je discutais avec mes amis restaurateurs et pour l'instant, tout ce qui est événements, mariage, etc., pour cette année, en gros, c'est terminé. En gros, ils disent que c'est quasiment terminé. Et faire des mariages sans alcool, bon, ok, mais c'est pas vraiment ça qui va faire vendre du champagne au Japon. Par contre, on sent qu'on a des demandes. Dernièrement, on a une demande d'un de nos clients qui me dit: est-ce que vous n'auriez pas du champagne entre 9 et 11 euros? Donc, on ne sait jamais si parmi les gens qui écoutent, il y a des propositions. C'est vrai que j'ai quand même quelques demandes parce que il manque peut-être un peu de. Bon, certains n'ont pas acheté, n'ont pas de stock, n'ont pas eu le temps d'aller visiter. Donc, voilà, on peut avoir quelques demandes de champagne. Voilà, sur le champagne. Après, les vins sparkling, c'est un peu le même phénomène, et tout ce qui est effervescent, mais je dirais que ils sont un peu moins touchés parce que les prix sont quand même beaucoup moins élevés, et donc on a une certaine progression, enfin, on garde une certaine progression des vins effervescents. C'est vrai que les jeunes, la population plus jeune, leur premier vin, souvent, c'est un vin sparkling au bureau, à la maison, etc., pour un événement, pour quelque chose. Donc, c'est des vins qui seront peut-être moins touchés en raison du prix. Comment dirais-je, sur le marché japonais. Et pour les créments, il y a des choses à dire en particulier. C'est notamment Claire d'Orlan qui nous pose la question: qu'en est-il des créments? Est-ce qu'il y a des différences particulières par rapport à l'univers sparkling, ou est-ce que le nom est connu au Japon? C'est pas très connu, malheureusement. Le crément arrive à des prix relativement élevés, ce qui est compréhensible, hein. On a aussi des créments chez Castel et chez Patriarche, et bon, malheureusement, c'est compliqué, surtout une concurrence très forte des cavas espagnols. Et les cavas espagnols sont pas chers du tout. Et on trouve des cavas espagnols ici au Japon à des prix à 800 yens, c'est-à-dire autour de 6 euros. Donc, ça fait des vins qui partent à 1,40 €, 1,50 € en France. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, avec nos créments, on a quand même du mal à être compétitif. Donc, c'est quand même plus compliqué. Maintenant, il y a des amateurs. Et il y a un marché pour ça. Mais c'est un petit marché, c'est quand même une niche pour le Japon. À la différence, parce que les Japonais aiment les marques. Et donc, par exemple, le champagne, je ne vais pas citer, mais Moët et Chandon, etc., ça se vend très bien au Japon. C'est la confiance, il y a la marque, mais on accepte de payer le prix. Par contre, pour un crément qui va être vendu autour de 2000-2500 yens au Japon, par rapport à un Freixenet, un vin sparkling espagnol vendu autour de 1000 yens, si vous voulez, la différence, les Japonais ne feront pas la différence et préfèrent acheter un cava pas cher, surtout que la marque est très bien implantée au Japon. Alors, dernière question avant de passer aux questions des auditeurs. Quel conseil vous donneriez à une entreprise viticole pour se lancer à l'export sur le Japon? Alors, quel conseil? Quel conseil au pluriel? Déjà, d'abord, c'est être sûr qu'on a un produit qui est original, c'est-à-dire alors, bien expliqué, il faut une originalité. Il y a des vins, il y a plein de vins au Japon, hein, donc c'est quand même compliqué. Hein, bon, il y en a partout, mais au Japon, les clients sont relativement difficiles. Ils aiment bien ce qui est domaine, ce qui est ou pour les grandes, alors ceux qui ont des marques fortes, alors sont là très bien, vous développez votre image, votre marque, etc. Il faut être sûr de pouvoir exporter sans risque sur la qualité des vins, sur l'étiquette, sur la qualité de la bouteille, parce que le marché japonais est un marché quand même très difficile. Donc,
première chose, c'est quand même déjà de se renseigner et de déjà voir si on exporte ailleurs avant d'exporter au Japon, parce que c'est loin, et les réclamations avec les clients japonais. Les clients japonais sont des gens francs, hein, ils ne vous mèneront pas en bateau, hein, mais par contre, ils peuvent être très sévères sur la qualité, etc. Donc ça, c'est un point important. Donc veillez déjà, enfin, savoir si vous êtes capable de vendre des vins de qualité, au moins dans la bouteille, sur l'étiquetage, etc. Et ensuite, la meilleure chose, c'est quand même en général les salons. Je sais que Business France en fait, et donc c'est une occasion. C'est vrai que le fait de pouvoir se présenter à un salon dans un cadre, c'est vraiment l'endroit idéal pour commencer, pour démarrer les premiers rendez-vous avec des clients japonais. Voilà, je pense. C'est un peu ce que je conseillerais, moi, si on peut reprendre les salons, s'il y a des salons virtuels, etc. Les Japonais s'y font, hein, maintenant, hein. C'est vrai que les clients japonais, notamment les professionnels, on se met de plus en plus à avoir des réunions et des rencontres virtuelles, donc ça peut être une solution avec envoi d'échantillons, etc. Le transport marche très bien, donc au Japon, on peut être livré en 3-4 jours, il n'y a pas de problème depuis la France, donc voilà, ça peut se faire aussi. Merci Jean-Marc pour ces conseils. Et tout de suite, je prends une réaction de Patrick Dumont qui vous taquine un peu et qui dit « On dirait que les Japonais n'achètent que des vins à 2 €. » J'imagine que le marché n'est quand même pas que celui d'un marché de prix relativement bas. Il y a aussi, j'imagine, un marché de vins haut de gamme. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Désolé, hein, j'ai été un peu bref parce que nous, l'essentiel de notre marché, c'est quand même, ça tourne autour de ces produits-là. Mais c'est vrai que les Japonais adorent, par exemple, les vins de Bourgogne. Ce sont des vins relativement chers, hein. Presque je crois qu'en valeur, les vins en valeur, on est autour de 100 millions d'euros pour les vins de Bourgogne et 100 millions pour les vins de Bordeaux. Donc, on n'est pas loin donc les Japonais aiment les vins parce qu'ils aiment la complication, ils aiment le pinot noir, ils aiment des vins qui ont une explication et ils sont prêts à payer le prix. D'abord, les Japonais, on est dans une économie très développée, hein, donc ils ont les moyens. Simplement, dans la dernière période, c'est vrai qu'en restauration, ça a été plus difficile. Donc, les vins de Bourgogne sont quand même pas mal vendus en restauration, donc c'était plus compliqué. Par contre, ils essaient de se faire des petits plaisirs. Et là, on a noté aussi dans la dernière période, c'est que les vins très chers ont bien marché au Japon parce que les gens voulaient se faire des petits plaisirs. Et donc là, de ce côté-là, si vous avez des vins de qualité mais reconnu, hein, il faut vraiment que ça soit avec des médailles. Alors, médailles, même c'est même plus des médailles, là, c'est vraiment des notes. Il faut avoir des notes de grands experts, parce qu'ils reconnaissent bien tout ce qui est Parker, etc. Enfin, tous les systèmes de notation sont bien connus au Japon, et les connaisseurs les connaissent. Donc, de ce côté-là, on peut vendre des vins, disons, plus haut de gamme au Japon, et on a tout un public de connaisseurs. Mais c'est quand même pas la majorité, et c'est un public un peu particulier. Alors, j'ai beaucoup de questions ce matin. Il y a des personnes qui sont intéressées par Castel. Alors, je vais commencer par les questions sur Castel. Est-ce que vous pouvez donner un ordre d'idée du nombre de cols que vous commercialisez sur le marché japonais, éventuellement une tendance du chiffre d'affaires? Non, nous, on vend 5 millions de cols environ, hein. Bon, c'est les chiffres, on les a publiés, hein, sur la revue. On doit être dans les numéros 1, mais il y a d'autres gens, hein, qui travaillent bien aussi au Japon, hein, je ne les citerai pas. Mais donc, voilà, et disons que 2020 a été une excellente année. Je ne veux pas trop le dire, mais c'est vrai que comme on vend beaucoup de vin en supermarché, c'est vrai que les Japonais ont bu chez eux, et on a des vins avec l'accord, le fameux accord EPA entre le Japon et l'Europe. On a bénéficié de cet accord, et c'est vrai que les ventes ont été bonnes, relativement bonnes, en 2020. Je suis plus inquiet sur la période actuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une tendance à la baisse des prix, et donc par exemple les vins chiliens dans la dernière période ont des volumes qui ont beaucoup augmenté parce qu'ils ont réattaqué sur les prix, etc. Et on a une tendance à la baisse des prix. Donc, vous m'avez fait parler des vins haut de gamme. Donc, d'un côté, très haut de gamme, parce qu'on ne voyage pas, donc on se fait des petits plaisirs avec des vins très chers. Et d'un autre côté, comme les salaires n'ont pas augmenté, depuis 35 ans que je suis là, il faut savoir que les salaires n'ont quasiment pas augmenté. Et avec la période du Covid, les heures supplémentaires ont été supprimées.
je dirais les bonus ont été limités. On a baissé 10% les bonus. C'est important hein, pour les salariés japonais. Donc, on a une tendance à la baisse des revenus des Japonais assez forte, disons, que sur 2020. Et donc, des conséquences, les gens vont faire des économies. Et donc, on a cette tendance à la baisse qui va bénéficier plus, je dirais, à nos concurrents peut-être mieux placés au plan de Chili, Espagne, fois Italie aussi. Voilà, donc c'est quand même de ce côté-là, on est un peu. Pour moi, c'est une guerre des prix. Pour vous. Oui. Ouais. Alors, il y a beaucoup. Je vais prendre une question sur le champagne maintenant. Il y a une réaction de Vincent Allard qui dit que les champagnes dosés sont en progression. Est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Et peut-être que vous, Jean-Marc, ça va être compliqué de répondre à cette question, mais je sais qu'il y a parmi nous Laurence Audrin qui pourrait peut-être nous rejoindre, qui est correspondante de Business France au Japon. Laurence, vous pouvez allumer votre caméra. Bonjour. Bonjour. Oui, donc une question assez pointue, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais est-ce qu'on peut expliquer la progression des champagnes dosés? Écoutez, alors moi, j'ai pas de chiffres hein, sur ce détail. Hein. Vous savez que nous, on travaille à partir des chiffres des douanes pour pouvoir évaluer la hausse de demande. Moi, c'est vrai que à l'heure actuelle, les acheteurs sont surtout sont à la recherche de champagne dont les prix malheureusement sont en baisse. Ils essaient de tirer les prix vers le bas. Jean-Marc parlait d'une demande d'un acheteur pour du champagne entre 8 et je crois que tu disais 9 et 11, 9 et 11 euros. 11 euros, ce qui est donc quand même très bas. Donc nous, on voit bien que c'est plutôt une guerre des prix qui se joue à l'heure actuelle. Moi, c'est ce que je constate. Bon, ceci dit, le Japon, c'est toujours le premier marché export pour les vins, pour les champagnes millésimés. Le Japon reste le troisième marché export pour les champagnes de tout type. Je sais que dernièrement, on a aussi eu une demande sur des champagnes non dosés. Voilà ce que je peux dire en quelques mots du marché champagne sur les attentes, en tout cas des acheteurs. Alors, est-ce que vous pourriez également préciser le pourcentage que représente l'origine France sur les ventes de vin au Japon? Sur les vins français, on est là sur les vins importés, on était à 28%. Non, pardon, on est juste de petites secondes, 26%. 26%. L'année dernière, et pour les vins chiliens, c'est 29%. Donc, on avait presque rattrapé le Chili et là, on est reparti l'an dernier. Le Chili a progressé de 3% et nous, on a baissé malheureusement l'année dernière. Mais surtout avec les ventes en hôtellerie, restauration. Donc, la France a baissé avec le Covid. C'est là-dessus, oui. on a baissé en restauration. Et effectivement, depuis 2015, hein, la France est passée deuxième fournisseur en volume du Japon. On reste premier fournisseur en valeur, néanmoins. Mais le Chili nous est passé devant depuis 2015. Une question sur les médailles de Thomas Bernard qui s'interroge à propos des médailles des concours japonais. Est-ce qu'elles ont plus de valeur que les médailles de concours français? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'il y a notamment le Sakura Award qui est dernièrement qui est sorti au Japon, qui est fait par des femmes, hein, donc qui est dans une école, donc qui fait une sélection de vins, etc. Bon, c'est pas toujours très crédible, honnêtement. Des fois, c'est plus des gens qui payent plus pour avoir des concours qui ont des résultats. Mais bon, c'est vrai que les concours japonais, on commence à avoir une certaine valeur. Et les consommateurs regardent, puisque surtout c'est bien mis en avant dans les supermarchés, etc. Le Sakura Award, ce qu'on appelle donc les Sakura Awards, c'est vrai que c'est par exemple ce genre de concours qui est assez primé par les consommateurs japonais. D'accord.
On a parlé bio, mais pas de HVE. Donc, Alain Lemaire le remarque et me demande donc quelles connaissances les Japonais ont de notre fameux label HVE. Alors, HVE, rien, zéro. Malheureusement, non. Alors après, on a expliqué. Alors, non, nous, par exemple, Castel, on vend beaucoup de vin maintenant sous forme Terravitis. On essaie d'expliquer ce qu'est Terravitis parce que ça, on essaie de faire parler. Il y a eu les Beaujolais nouveaux Terravitis qui sont arrivés. Il y a de plus en plus, donc on parle Terravitis. On parle d'HVE, mais on dit sustainable. Enfin, on utilise le mot anglais, etc. Mais le label HVE en tant que tel, on a du mal à le faire passer. Par contre, il y a une chose qui est vraie auprès des acheteurs et des importateurs. Le nom HVE correspond à quelque chose parce que c'est un organisme officiel de l'État et donc pour les acheteurs, hein, c'est vraiment l'acheteur japonais, ça veut dire quelque chose. Il est des fois plus crédible d'avoir HVE que Terravitis, qui est un organisme indépendant, etc. Donc des fois HVE peut mieux marcher que Terravitis, mais après le label c'est bio, quoi. En gros, vous êtes bio ou vous n'êtes pas bio. Et bon, comme le label bio France-Europe marche au Japon, donc le label bio c'est quand même la garantie pour les consommateurs japonais, c'est ce qui marche le mieux. Moi, je vais peut-être nuancer légèrement le propos sur le HVE parce que j'ai été très surprise lors de la dernière campagne sur le Beaujolais nouveau, de voir qu'un distributeur a sorti une plaquette qui mettait en avant le HVE. Il y a une communication très faible hein, sur ce label, c'est clair, surtout que c'est franco-français. Mais moi, j'ai été vraiment étonnée de voir que ce distributeur en parlait, en tout cas en s'adressant au consommateur final. Oui, il faisait la promotion de ce label sur ses prospectus. Donc, peut-être que petit à petit, les consommateurs japonais seront au fait de ce label. En tout cas, il faut savoir que le vin au Japon est extrêmement marketé. Les distributeurs communiquent tout ce qu'ils peuvent pour valoriser le produit, que ce soit le HVE, les médailles, le producteur, la photo du producteur. On utilise tout ce qu'on peut pour valoriser le produit, beaucoup plus qu'en France, en fait. Hein. Ça veut dire qu'il faut tenir compte de cet accompagnement promotionnel lorsqu'on travaille avec un distributeur au Japon pour l'aider c'est très important le fait d'expliquer autour de comment dirais-je du vin bon alors si c'est les normes utilisées, expliquer les normes, aussi le côté marketing derrière parce que tout ce qu'on peut expliquer derrière, ça marche, c'est quand même beaucoup mieux pour vendre des vins au Japon. Hein. On a payé du marketing ici, donc il faut vraiment avoir les arguments, expliquer, mais de manière simple, pas du blabla. Je dirais, les Japonais aiment bien. Et c'est vrai qu'HVE, HVE, ça ne veut rien dire pour les Japonais, mais si on explique ce que c'est, ce qu'il y a derrière, etc., comme le fait la plaquette, c'est intéressant. Comme on peut expliquer aussi, par exemple, dans son domaine, comme on a fait les vins, etc., ce qu'il y a derrière. Tout ce qui est un peu originalité et spécifique de son vin, c'est très important à mettre en avant au Japon. On arrive aux dernières questions. Il y en a beaucoup. Je suis désolée de frustrer certains. Il y a une question de Camille Roblin qui est assez intéressante parce que je pense qu'elle permet de structurer, de prendre des repères sur le marché. Elle demande quel est le prix moyen des vins français au Japon et quel est le prix moyen en général des vins, de manière à avoir, je pense, des repères de prix, ce qui peut être utile à tout le monde. Alors, prix moyen, c'est à quel niveau? À niveau prix en retail, vente en supermarché, par exemple, vente dans les magasins. Je dirais que le prix moyen, alors, le prix moyen du vin, il serait, alors, globalement, hein, le prix moyen du vin, il serait autour de 6 euros, 6-7 euros. Pour le prix d'un vin chilien, japonais, etc. Bon, on serait à ce niveau-là. Pour les vins français, on est un petit peu au-dessus, on doit être autour de 900 000 yens à peu près, ce qui correspond à 8 euros à peu près en prix de vente
moyen, je dirais, si on prend les volumes. Après, c'est vrai qu'on a des vins beaucoup plus chers qui sont vendus au Japon et ça, on peut très bien vendre des vins. Mais je dirais que le ventre mou, c'est un peu entre, on va dire, entre 8 € et 20-25 € à ce niveau-là, c'est un peu le ventre mou et c'est plus difficile à vendre des vins au Japon à ce niveau-là. Bien. Laurence, peut-être quelque chose à ajouter sur la structuration du marché par les prix? Moi, ce que je retiens du marché, c'est que 77% des vins sont vendus à moins de 1500 €, 2500 yens, excusez-moi, et que aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans la situation de crise qu'on connaît, les acheteurs sont en recherche de vins qui ne dépassent pas les 3 € prix départ, hors taxe. Bien, nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vous remercie très sincèrement, Laurence et Jean-Marc, pour la qualité de vos informations. Je remercie également Anna Achard, qui nous a fait un super panorama sur la situation Covid en début de webinaire. Je veux dire aussi un grand merci spécial à Guillaume Paillard qui a livré beaucoup d'idées, de pistes pour expliquer la croissance du champagne non dosé, question posée par Vincent Attard, pardon. Donc sachez Vincent que on vous transmettra les pistes évoquées par Guillaume un peu plus tard dans la journée ou demain. Bien, l'heure est venue de nous séparer. Ce webinaire sera bien sûr disponible en replay sur Vitisphère. Vous pourrez ainsi le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et demain, dans votre boîte mail, vous recevrez un lien pour le visionner à nouveau. En quittant ce webinaire, vous le savez, un petit questionnaire va vous être proposé. N'hésitez pas à le remplir. Il est très important pour nous, pour mieux vous connaître et répondre au mieux à vos attentes. Bref, vous y gagnerez. Alors, on se retrouve le mois prochain avec l'épisode 8 où nous partirons en Australie pour s'intéresser à la nouvelle récolte, mais aussi à ce marché où les vins français connaissent une certaine croissance et un regain d'intérêt. En attendant, profitez bien du long week-end qui s'annonce et surtout, je voulais dire tout notre soutien à ceux qui ont été touchés par le gel ces dernières semaines. J'espère que les contre-bourgeons verdissent dans vos vignes, mais je sais que pour certains, il faut s'armer de patience. Bref, bon courage à vous et à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.